Le 25 août 1966, le général Charles de Gaulle, président de la République française, fait escale dans le territoire. Il est accueilli à la place Lagarde par des manifestants avec des banderoles réclamant l'indépendance du territoire. Dans un geste de mauvaise humeur, le président, à qui l'administration coloniale avait laissé croire qu'il serait accueilli en héros, donne l'ordre d'évacuer la place. C'est le début d'une répression qui va s'intensifier et déboucher sur la construction du barrage autour de la ville de Djibouti en septembre 1966. Ce barrage physique pour empêcher la libre circulation des personnes ne fait que prolonger bien sûr les contrôles et les tracasseries administratives sur les habitants en provenance du reste du pays. Ces derniers devaient avoir l'autorisation du commandant du cercle pour se rendre à Djibouti-Ville. Elle y voit une opportunité de commerce avec l'Abyssinie. Et pour cela, elle construit le port et le chemin de fer, deux infrastructures autour desquelles va se concentrer l'économie du territoire. Pour la puissance coloniale, Djibouti-Ville occupe un statut à part par rapport à l'ensemble du territoire. Elle craint dans un premier temps des débordements démographiques avec l'afflux des populations en quête de travail. Des contrôles intempestifs sont menés avec des refoulements et des expulsions. Dès les années 60, les revendications syndicales obligent la puissance coloniale à des répressions tout azimut. Face aux revendications syndicales et les montées des mouvements nationalistes, les réponses des autorités ne fut à chaque fois que répression, déportation, mais surtout expulsion vers Aden, le Hadda. Mais comme les expulsions nécessitaient souvent des démarches administratives et judiciaires, donc avec l'établissement du barrage en 1966, l'administration décide de ne plus procéder à des expulsions, mais à des refoulements qui ne nécessitent aucune procédure administrative et ne peuvent être contestés. Les personnes rejetées sont simplement regroupées dans un dépôt, un camp installé à la Poudrière à partir d'avril 1967, déposé en camion à la frontière somalienne à Le Hadda ou envoyé en train vers l'Éthiopie. Les données estimatives évoquent un total de 8000 personnes refoulées vers 1971. En 1967, suite aux émeutes du référendum de mars-avril, au moins 12 morts sont recensés et plusieurs milliers d'expulsions. Les partisans du oui à l'indépendance sont inspirés par l'accession à l'indépendance de la Somalie. Ces émeutes ont occasionné les renforts militaires de la métropole et le renforcement du barrage. L'installation du barrage devient durable jusqu'à l'indépendance. Il s'étend sur 14 km au sud et à l'ouest de la ville de Djibouti. La forme du barrage évolue. Au début, constitué simplement de barbelés et de mines, on l'améliore en y ajoutant des miradors, puis une piste tout au long pour les véhicules. Ensuite, une deuxième ligne de barbelés. Enfin, une ligne de grillage et de barrières métalliques de 3 mètres de haut. En prenant comme prétexte le contrôle de l'immigration clandestine, le barrage achève les dispositifs de surveillance déjà aggravés par les contrôles et les expulsions. Mais les gens sont loin d'être découragés. Ils sabotent de l'intérieur le barrage, ouvrant des brèches par lesquelles s'infiltrent les migrants ou les refoulés. Ceci est démontré par l'accroissement de la population de la ville de Djibouti qui passe de 62 000 habitants en 1967 à 118 000 en 1972, et ce, malgré le refoulement totalisé de 16 520 personnes. Par ailleurs, il est essentiel de rappeler que les forces de l'ordre colonial ont posé des mines et ont procédé à des tirs à vue sur toute personne qui tentait de franchir le barrage. Cela a provoqué de nombreuses victimes, morts ou blessés. L'impact de cette nouvelle frontière sur la vie quotidienne de la population est important. Le barrage, non fonctionnel en 1977, il est finalement démantelé en 1982, 5 ans après l'indépendance du territoire. Certains auteurs l'ont qualifié de mur de la honte.